tranquille, abusés sexuellement dans une école du côté de Bonabéry par leurs enseignants. Des adolescents, des enfants continuent d'être violés malgré le fait qu'on dénonce. Que se passe-t-il? On a l'impression qu'il y a plutôt une montée du phénomène. On en parlera ce soir et on débattra autour de deux questions principales. Pourquoi dénoncer? Comment prévenir? Et avec nous pour en parler, vous déjà, sur la page Facebook de Canal 2 International, vous tapez sur votre moteur de recherche Facebook, voilà, Canal 2 International, vous allez voir l'émission est en train de passer en direct sur la page. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook de l'émission Intime Conviction, vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel et vous allez pouvoir réagir. Voilà, le sujet a été posté sur la page. On a d'ailleurs des internautes qui nous ont envoyé des vidéos qu'on diffusera en temps opportun. Et ici, dans ce studio avec nous pour en parler, le docteur Vanessa Kwachang. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci aussi à vous de nous avoir invités. Alors, vous êtes médecin, mais vous êtes aussi formatrice, des formateurs des questions liées à la violence basée sur le genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Violence basée sur le genre, en fait, ce sont des violences qui sont liées à l'être humain, qui peuvent être d'ordre du sexe, du genre, l'orientation culturelle, d'ordre, on dit, religieux, ou bien encore de la société en fait. Voilà, dans la violence basée sur le genre, c'est toute forme de violence qui vont se faire sur des personnes qui ont d'autres orientations que peut-être vous ne considérez pas ou bien vous jugez qui n'est pas digne de vous. Ou encore un homme sur une femme ou une femme sur un homme, un enfant, un adolescent et tout le reste. Oui, oui. Ben, ça c'est important de le savoir déjà à la base. Et puis l'autre intervenant, Marius Romaric Tchassep. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2 et de l'émission Intime Conviction. C'est toujours un plaisir de répondre présent à cet appel. Alors, vous êtes auteur, mais vous êtes aussi psychologue. Vous travaillez beaucoup avec les enfants et les adolescents. Oui, tout à fait. Avec les enfants et les adolescents, et spécifiquement en lien avec la thématique de ce soir, avec les enfants et adolescents victimes de violences et notamment d'abus sexuels. D'accord. Et puis l'autre invitée, c'est Madeleine. Madeleine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. Oui. Tout va bien? Très bien, tout va très bien. Alors, Madeleine est là pour nous raconter son histoire à elle, pour inspirer les enfants, les adolescents, et pourquoi pas les personnes qui sont devenues maman aujourd'hui, ou bien papa aujourd'hui et qui nous regardent. Voilà. Et puis, nous avons d'autres invités que nous avons choisi d'appeler Angela. Il ne faudrait pas que je me trompe. Hein. C'est un prénom d'emprunt. Angela. Hein. J'espère que vous vous accommoderez de ce prénom. Tout à fait. Voilà. Vous allez parler un peu plus fort. D'accord. J'espère que comme ça, on m'entend mieux. Voilà. Alors, Angela, elle a décidé de témoigner à visage caché. Voilà, le décor est planté, place au premier témoignage. Alors, on débute avec une fleur. Vous êtes une fleur, non, vous savez? Merci. On vous l'a déjà dit? Non. Pas assez souvent. Pas assez souvent. Mais moi, je vous le dis sur ce plateau aujourd'hui, hein, vous êtes une fleur. Parce que, voilà, décider comme ça de libérer la parole, c'est exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours hein, de prendre la décision de le faire. Alors, vous avez quel âge aujourd'hui, Angela? J'ai 27 ans. Oui. Oui.
Vous avez 27 ans. Oui. Alors, l'histoire qui vous amène sur ce plateau ce soir date d'il y a environ 10 ans, une dizaine d'années. Tout à fait. Tout à fait. Un peu plus, Oui. peut-être. Oui. Cette fête qui est devenue l'horreur de votre vie. En effet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais invitée. Allez, ça va. J'étais à une cérémonie de mariage, le mariage de ma cousine, en tant que demoiselle d'honneur. Bon, lors de la cérémonie, il y a eu la fête et tout. Puis lorsque les invités sont partis, il y avait moi qui devais faire les rangements. Il ne restait plus que moi, ma cousine et son mari. Alors, profitant d'un moment où j'étais juste devant la porte, ma cousine couchait à l'intérieur, donc j'étais presque sur le point d'ouvrir la porte quand mon beau-frère, il vient, il me prend par derrière, il m'arrête. Il a plaqué sa main sur ma bouche, relevé ma jupe parce que je me souviens, je portais une jupe ce jour-là. En fait, tout s'est passé d'une façon tellement inattendue, tellement... Donc je ne m'attendais pas, j'avais jamais auparavant été confrontée à ce genre de choses. Je ne savais pas ce qui était en train de se passer ici. C'était quelqu'un que je connaissais. Il courtisait ma cousine à la maison et venait de façon régulière. Et vous n'aviez que 13 ans. À peu près, oui, à l'époque. Vous étiez vierge, un enfant. En effet. Alors, après son forfait, il vous a laissé, il est parti. Vous avez terminé la nuit sur place. Oui. Vous Quand êtes il termine son forfait, sa femme, elle ouvre la porte immédiatement. Elle me regarde. Je dis non, ça va. Donc, on entre dans la chambre, il va y rejoindre sa femme. Il y avait un rideau qui nous séparait et moi je me suis couchée sur la natte au sol. La nuit est passée et je suis rentrée. Voilà. Et quand vous avez vu votre papa, parce qu'à l'époque vous ne viviez pas avec votre maman qui était ailleurs. Hein, je vivais avec mon papa. Et votre belle maman. Tout à fait, c'est ça. Donc quand je rentre, c'était très difficile. Et j'étais, comment dire, j'étais en préadolescence, mais j'étais très petite dans la tête. J'étais très petite, j'étais ce genre de fille qui grandit pas, la petite fille à papa. Mais vous avez le droit d'être... vous avez le droit. C'était pas que je voulais, c'était vraiment dans ma tête que j'étais très 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 petite dans la tête. J'étais très naïve et tout. Vous en voulez d'avoir été naïve à 13 ans? Vous êtes qu'une enfant, hein, après. Hein? Je m'en veux d'avoir été ce que je suis, de tout. Donc là je me dis, je dis à mon père ou pas. Alors il va parler un peu plus fort. Je dis à mon père ou pas, qu'est-ce que je fais? Je l'ai évité pendant quelques jours. Donc voilà, un jour je décide d'ouvrir la bouche, de parler. Je viens le voir après, il venait de rentrer du travail, il se reposait, il était fatigué. Je dis, écoute, je veux te parler. Il me dit, s'il te plaît, pas maintenant, je suis fatiguée, je viens de rentrer. Ouais. J'ai insisté, il me dit non, s'il te plaît plus tard, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Je dis ok, d'accord, ça va, c'est pas grave. Donc, avant de venir le voir, il m'a fallu me pomper de courage et tout. Donc là, je me suis dit, voilà, je suis coincée, il n'y a plus d'issue et tout. Donc je rentre dans la chambre, je prends la boîte à pharmacie. Je vide tous les médicaments un par un. Pour faire quoi? Donc
j'avais plus envie de vivre. Voilà. J'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit va chez les voisins. Va dire aux voisins que je vais pas bien, s'il te plaît, qu'ils me donnent des médicaments. Il a fait le tour de toutes les maisons. Il vient, il me donne. Je prends. J'avais tout un cachet tout un paquet de médicaments et tout. Bon, jusque là, je me sens bien. Je dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir arrêter ça, en finir. Donc voilà, j'ai pris une lampe. Ah, les marques, elles sont visibles, votre main, elles sont visibles encore. Voilà. Mais c'est des sérieuses marques que vous avez faites. Ouais. Non. Est-ce que vous avez saigné? Qu'est-ce qui s'est passé? Si, j'ai saigné énormément. C'était des marques profondes. Ce sont des marques profondes. Et est-ce que finalement quelqu'un est arrivé? Si, mais après, quand les gens sont arrivés, je les regardais. Je les voyais, je les entendais parler, mais je ne pouvais plus bouger. Je savais tout ce qui se passait autour de moi, tout ce qui se disait, mais je n'arrivais pas à bouger. Oui. Donc, je me sentais libre, quoi. Alors, Angela, malheureusement, et merci pour votre courage, parce que vous êtes tout simplement exceptionnelle. Et je pense que vous avez donné du courage aux enfants, à la petite fille qui vous regarde, aux petits garçons qui vous regardent à la maison. Hein. Beaucoup de courage. Hein. Donc vous allez être leur championne. Alors malheureusement, Angela, ce n'a pas été la seule fois. Quelqu'un d'autre. C'était à l'occasion du décès de votre papa. Là, vous aviez quel âge? Là, j'avais 18 ans. Mon père est décédé en 2010. Oui. Ouais. Donc, il travaillait dans une société, il avait des collègues qui venaient à la maison de façon régulière. On vivait dans une sorte de camp, un camp privé où on grandissait les enfants tous ensemble et tout. Donc, c'était un peu la famille entre nous, quoi. Donc là, il y a mon papa qui décède. On l'a enterré, ça n'avait même pas mis long. Je rentrais, je rencontre son ami. Je vais dire un papa d'adoption. Il me dit c'est comment, ça va, il me pose des questions, je réponds et tout. Il m'a appelé, donc il semblait me consoler. Oui. Et après, il me dit rentre. Je vais te montrer dans le cadre de la conversation une maison qu'il a construite lui pour ses enfants et lui. Genre, j'avais aucun doute, aucun soupçon, je ne pouvais pas imaginer. Puisque c'est l'ami de papa, oui, c'est le papa de vos amis. Voilà, c'était le papa de la maison, quoi. Et puis, quand il me consolait, j'étais même très émue, j'avais l'impression de retrouver mon papa, quoi. Et puis lui aussi, voilà, il m'arrête. Là, j'ai l'impression de... Je sais pas pourquoi, pour lui, c'est pire que la première fois, peut-être. J'entends sa voix. Oui, c'était votre main. Ça va. Alors, à travers d'émotions, hein, on va la laisser souffler un peu, non? Hein, docteur? Alors, qu'est-ce que vous suggère un cas comme le sien? Je rappelle qu'il y a beaucoup, il y a des téléspectateurs qui sont en train de rendre leur témoignage inbox. Oui. Là, j'ai un homme, on va pas donner les noms, hein, qui a été violé, qui vient de nous écrire aussi, hein, et il dit, en vous regardant aujourd'hui, je me retrouve en vrai, parce que moi, j'ai été violée des années. Mais bon, oui, et en plus, c'était ma tante, la grande sœur à ma mère. Là, c'est un homme qui le dit. Oui. Donc, il y a des gens, elle est en train de libérer la parole. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que il y a des gens, je vous ai dit que des adultes allaient se retrouver,
des personnes qui ont refoulé leur histoire, qui se retrouvent et qui racontent. Alors, docteur, une personne qui est victime la première fois par quelqu'un, victime la deuxième fois par quelqu'un, mais comment est-ce que vous faites pour la remonter, pour lui dire que ce n'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas faite pour ça? Violée tout le temps. Voilà. Parce que c'est souvent le sentiment que nous avons de croire qu'on a un problème, on a un souci. Peut-être nous sommes la cause ou la conséquence du viol, mais effectivement, en fait, c'est pas de sa faute. C'est juste que elle a été une proie pour les violeurs. Et comme on dit souvent, le violeur a tout un chemin et il sait facilement voir les proies. Les proies faciles, les plus accessibles, les amis, les petites filles, les adolescentes, les enfants de mon ami, elle qui ne bavardent pas beaucoup, ou bien celle qui est toujours un peu la tête en l'air. Voilà. Donc, il a été plus facile pour elle de se retrouver devant ses proies, devant ses bourreaux. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, le souci, la prise en charge n'est pas souvent facile. Pourquoi? Parce que les victimes partent rarement se faire soigner. Immédiatement après le forfait, oui, bien sûr. Elles partent très rarement. Bien sûr. Donc, on a très peu qui arrivent devant le médecin. Et il y a aussi que des fois, le médecin, ça dépend. Si elle n'est pas dans les centres de santé où il n'y a pas de médecin, il y a des aides-soignants, des infirmiers qui ne savent pas qu'il faut référer vers soit un psychologue, un psychiatre ou quelqu'un qui est spécialisé à la chose. Finalement, ce sont des cas qu'on ne prend pas en considération. Bien sûr. Et comme vous avez dit, c'est une victime. Actuellement, je l'appelle survivante parce que c'est ma survivante à moi. Elle sort de beaucoup de choses. Oui. Voilà. Donc, devant on n'a fait qu'une partie. Oui, on a fait une partie. Elle est exceptionnelle. Elle est extrêmement forte parce qu'elle est sortie de beaucoup de tentatives elle ne se rend même pas compte. De viol, de sortie des suicides et tout le reste. Donc, c'est une grosse survivante. Et la prise en charge de ce type de personnes doit être extrêmement spécialisée. Voilà. Alors, vous, déjà, votre lecture à vous, avant qu'on écoute Madeleine. Marius, ce qu'on peut tout simplement noter chez Angela, c'est que nous sommes là dans un cas de psychotraumatisme multiple, et répété. Et on voit même encore que les signes de traumatisme, de psychotraumatisme sont même encore visibles. On voit là que elle dit dans son discours, elle chute en disant qu'elle entend encore la voix de son violeur. Donc là, ce sont des signes, ce sont des symptômes qui peuvent être analysés cliniquement et qui peuvent être traités. Maintenant, il faut comprendre que le viol, qu'il soit unique ou encore répété, comme c'est le cas d'Angela, désorganise la structure, le fonctionnement psychique de l'individu. Donc, le fait parce que dans la stratégie du violeur, le violeur s'organise de façon à culpabiliser, à ce que la victime se sente coupable, et elle intègre cela. Donc, c'est un pan de la psychothérapie que d'accompagner la victime à sortir de cette désorganisation psychique pour pouvoir davantage se prendre en charge. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de dire ça va aller, tu n'es pas coupable et tout cela. Le dire, c'est déjà quelque chose qu'on le cherche, mais il faut effectivement pouvoir accompagner la victime à réinvestir sa propre personne, parce que il y a un désinvestissement un peu de sa personne qu'elle vit. Alors, on va écouter cette fois-ci, c'était d'ailleurs notre victime, c'est une autre fleur. C'est une fleur qui est à la fois une lionne. Alors, c'est elle et c'est son histoire à elle qui fait d'ailleurs l'affiche ce soir que nous vous avons annoncé d'ailleurs ce soir, Madeleine. Pourquoi vous avez choisi de raconter votre histoire à vous, à découvert, Madeleine? Je préfère
raconter mon histoire à visage découvert. Déjà, j'ai eu la chance déjà de parcourir certaines thérapies grâce au Renata, à la cellule SOS qui m'ont aidé à parler pour la première fois et qui m'ont accompagné dans ce processus. Et pour donner le courage aussi à d'autres victimes de comprendre que nous ne sommes pas coupables de ce qui nous est arrivé. Nous ne sommes que des victimes et aujourd'hui nous sommes des survivantes. Pour dénoncer au plus haut, afin que le coupable, c'est le violeur qui doit avoir peur, c'est le bourreau qui doit avoir peur. Changeons de position. D'accord. C'est un peu pour cela que je témoigne à visage découvert. Alors, Madeleine, l'autre fleur. Vous aimez quelle fleur? Les orchidées. Les orchidées. Alors, je vais alterner entre Madeleine et orchidée, hein, Okay. pour vous faire plaisir ce soir. Alors, Madeleine, à 8 ans, ça a démarré chez vous à 8 ans. Oui. Alors, les papas qui nous regardent, les papas, les mamans qui nous regardent ce soir, ça va être très important ce que Madeleine va vous raconter ce soir. À 8 ans, quelles sont les circonstances qui ont entouré de 8 ans à 13 ans? Voilà. C'est quand même long. Hein. Bon, j'ai été violée de l'âge de 8 à 13 ans. C'est vrai que c'était pas tous les jours, mais à 8 ans, peut-être 2 fois, 10 ans, 2 fois. Mais jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais la proie de mon bourreau. En fait, nous avons grandi dans un quartier où les enfants aimaient jouer ensemble. À 16 heures, communément, la cour est pleine. Il y a une cour du quartier. Donc, c'est là où les parents savent que les enfants sont là-bas. Ils vont revenir peut-être les 18 heures par là. Les enfants sont ensemble. Voilà. Pour la première fois, mon bourreau est arrivé. Il m'a appelé d'aller l'acheter du pain. Je suis allée acheter du pain. Quand je reviens pour lui donner le pain, là, il n'était plus là. Il était déjà chez eux. Et quand j'arrive, je demande à personne dans la maison. Il est plutôt dans le chantier d'à côté. C'est comme ça qu'il me demande de venir le retrouver là-bas. Quand je lui donne le pain, il me saisit. Il me bande la bouche. Et c'est comme ça qu'il commet son forfait pour la première fois. Et tout en me disant, si tu racontes ce qui s'est passé, tu vas mourir, je vais te tuer et tout et tout. Déjà, j'avais la douleur de ce que je venais de subir et j'avais la peur. Quand je suis rentrée à la maison, vous saignez? Je me suis couchée. Oui, je saignais, mais j'ai caché. Je saignais pas abondamment, mais j'ai caché. Après quelques jours, le saignement est fini. C'est comme ça que ça continuait. Des fois, c'est les bonbons. Quand c'était pas moi, je constatais que c'était des autres. Mais pour moi, dans ma tête, je me disais que j'étais pas le rapprochement. J'étais la seule sur qui ça arrivait. Du coup, quand j'avais l'occasion de le voir en premier arriver, moi, je fuyais les aires de jeu. À un certain moment, je pouvais rester à la maison au lieu d'aller jouer. Ou bien je rentrais un peu plus tôt au lieu de rester jouer. Bon, jusqu'à ce que je quitte la ville à l'âge de 13 ans. Mais à part cela, entre-temps, est-ce que, puisque c'était quand même le voisin, est-ce qu'il vous menaçait de vous dire par exemple que tais-toi? Oui, est-ce qu'il vous a dit quels sont les mots qu'il vous a dit? Il me menaçait de mort. Il vous a dit quoi, l'enfant? Je vais te tuer. Pour la première fois, avec la bouche bandée, je suis sortie de là tellement effrayée. Tellement effrayée, il aurait pu me tuer là sur place. C'est ce que je pense. C'est ce que je pensais. Donc du coup, il m'a réduite au silence comme ça. Et puis je me disais que c'est de ma faute. Si cela m'arrive, peut-être je suis malchanceuse. Et tout, et tout, et tout. Donc c'était un peu comme ça. Et en plus, c'est quelqu'un à qui les parents avaient beaucoup plus confiance. Ah, il venait chez vous? Oui, il venait constamment à la maison. Il faisait les commissions de papa. C'était mon tonton, un grand frère. Est-ce qu'il vous disait, Madeleine, c'est ma femme, ma petite femme, si il y a des tontons? Oui, c'était petit mot qu'ils emploient. Bon, mais dans mon cas, c'était pas trop ça. Il m'appelait, il pouvait même parfois me blâmer, même si j'ai fait quelque chose là devant les parents. Il avait beaucoup d'autorité, beaucoup de valeur aux yeux de mes parents à cette époque. Donc, du coup, je me disais, ok, même si je dis, peut-être, on va même pas me croire, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que je quitte la ville à l'âge de 13 ans. Pour continuer mes études d'ailleurs. Votre maman, vous l'avez à 8 ans, et vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Parce qu'il y a beaucoup le matin, le parent s'occupe de l'enfant, mais chez nous, beaucoup plus en soirée. Vous connaissez les familles africaines, on demande à l'enfant, va te laver, tu dois venir manger, on sait seulement que tu dois manger, tu dois te laver, si tu as versé l'eau sur toi, c'est l'essentiel, et tout, et tout. Et
le viol n'était pas encore comme aujourd'hui où on en parle. Bien que ça reste toujours occulté dans des familles, mais la sexualité, le viol, c'était vraiment très tabou oui. à l'époque. Oui. Alors, et entre-temps, entre 8 ans et 13 ans, vous avez sûrement commencé à avoir vos menstrues. Est-ce que votre maman vous a quand même, ou bien votre papa vous a quand même dit quelques mots par rapport à... En sexualité, À la ma sexualité. mère ne m'a jamais touché aucun mot. Ça, c'est la stricte et pure vérité. Ma mère, c'est une femme qui a grandi avec des valeurs. Elle m'a jamais pas, jusqu'à cet âge, ma mère ne m'a jamais parlé de mes règles. Je n'avais jamais été préparée à ce que ça arrive. La chance que j'ai eue, c'est que mes règles sont arrivées après que je sois quittée à Douala. Peut-être j'aurais pu tomber enceinte même comme ça. Donc, Alors, dites-nous, est-ce que des fois vous avez regardé des films où des enfants étaient violés? À quel moment est-ce que vous avez réalisé que, mais tiens, je suis violée, ou bien quelque chose, que vous faisiez quelque chose, qu'on vous faisait subir quelque chose de bizarre? ok. J'ai eu l'occasion d'être recensée par la GIZ et le Renata, où une jeune fille passe à la maison un jour, elle dit qu'elle invite les jeunes filles, mais à l'époque, j'avais là aussi fait un enfant, j'avais à 18 ans. Oui, non, mais là, je parle de quand vous étiez encore, là, on est encore entre 8 ans et 13 ans. Je ne réalise rien à ce moment. Ah, vous n'avez rien réalisé, vous ne regardiez pas de film à la télévision où vous pouviez voir qu'un enfant ne fait pas ce qu'il vous faisait. 36 ans, Oui, pas comme aujourd'hui. oui. Donc, à aucun moment, Aucune information. sur le sexe, Vraiment, rien. non. Tout fermé. J'ai commencé à entendre parler du sexe quand j'étais en classe de 5e à puériculture. Oui. Mon professeur, Madame Nana, Oui. c'est tout. Et elle vous a dit quoi? On nous dit, je sais plus à Douala, on nous disait que les règles, là j'ai appris à compter les règles en l'envers parce que aujourd'hui je suis formatrice en santé sexuelle et reproductive, je connais déjà, j'enseigne comment compter les règles, c'est qu'elle m'avait appris là. J'ai constaté que c'était... Bon, peut-être j'avais compris en l'envers à cette époque-là, donc après j'ai porté une grossesse. En 3e, c'est quand je reviens à Douala que j'ai la chance d'être formée en tant que tantine. Il y a une liste de BBG violences basées sur le genre qui passe, où les gens notaient comme ça, je mets mon nom et on nous invite à une conférence au pastorat Saint-Abamenda. Il y avait plus de 200 filles victimes de viol. On ne savait pas pourquoi on était là. On n'a pas dit pourquoi on nous a invités, on savait comment manger, on se baladait à Bamenda, on était à l'aise. Après, dans la soirée, on a mis les caméras, voilà une chaise libre, vous êtes ici aujourd'hui. Parce que le viol, c'est ci, c'est ça, on nous a commencé à dire le viol, déjà, on nous a d'abord défini ce que c'est que le viol. Oui. L'importance de comprendre que tu n'es pas victime, tu n'es pas la coupable, tu es plutôt une victime. C'est comme ça On a que fait un travail une sur vous, par vous en une, il y avait des psychologues, une par une passait sur la chaise. Je me suis donc dit intérieurement, tiens, je ne suis pas la seule. Parce que c'était mon plus grand secret, D'accord. mon histoire de viol. Je l'avais dit à personne. Alors, il y a cet spectateur aussi qui nous dit qu'il ne l'avait jamais dit à personne. Alors, moi, je vais poser, avant qu'on ne rentre dans le débat, à vous, la lecture de son témoignage à elle, Orchidée, qui... Enfin, Orchidée, orchidée. Oui, Orchidée ou Madeleine. Hein, on a décidé de vous appeler comme une fleur. De 8 ans à 13 ans, elle n'a jamais eu rien su à propos du sexe, Oui. elle n'a jamais été en contact. Jamais vu dans un film que quand on vous violente pour faire un truc, c'est pas bien. Oui. C'est Elle peu... fait même d'abord la télé à l'époque. chez Voilà. nous. Ça dépend des époques. Et il faudra savoir que même à notre époque aussi, les enfants peuvent voir des choses sans comprendre. Oui. Tu vas voir un enfant qui va se lever, il va te chanter « Je suis fini, je suis... » Elle va te chanter toutes les chansons où Manibella ou bien Lady Ponce où on dit certains mots, voilà. Et en fait, tu demandes à l'enfant, il ne peut pas t'expliquer exactement ce mot. On s'est rendu compte lorsque le pédopsychologue pourra bien vous expliquer après, on s'est rendu compte que en fait, l'éducation de nos enfants actuellement sont un peu biaisés. Surtout ceux qui ont la chance ou la malchance, parce que j'appelle ça la malchance, de côtoyer les médias, la télévision. Ce qui fait que les parents ont tendance souvent à ne pas savoir que
l'enfant avec qui il est en train de discuter ne comprend même pas un piètre mot de ce qu'il est en train d'expliquer. Je prends un exemple. J'ai eu un patient qui passait avec la voiture, le préservatif Kiss. Comme c'est bien affiché à Bonamoussa dit là. Et l'enfant lui a dit, papa, Kiss là, ça veut dire quoi? C'est quoi au juste? Il m'a écrit, Vanessa, je peux expliquer comment un enfant de 8 ans et 10 ans, le préservatif, parce que je ne sais pas comment je vais commencer. Donc, il peut être logique et normal qu'un enfant... Et vous lui avez répondu quoi? Cette réponse-là, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Il va vous dire. Il était là? Non, parce que c'est dans nos formations. Mais dites-nous, vous, docteur, vous lui avez dit quoi? Non, il faut toujours juste faire comprendre, parce que l'éducation, c'est en fonction des âges. Oui. Il y a de 2 ans à 4 ans, 4 ans à 6 ans, 6 ans à 8 ans, 8 ans à 12 ans, 12 ans à 14 ans, donc c'est en fonction des paliers. Le sien avait 8 ans, on lui explique ou pas? Non, si on l'explique très bien. Que c'est qu'on lui dit quoi? Mon bébé, mon chéri, écoute, c'est pour empêcher des maladies. Oui, le préservatif, en fait, c'est pour que un homme et une femme qui auront des rapports sexuels et qui ne veulent pas avoir un enfant, ou bien contracter une maladie, ou bien qui ne sont pas encore sûrs de l'état de santé de l'autre, utiliseront. Tu n'as pas besoin de dire qu'ils vont mettre ça dans le voilà. On a compris. Et là, l'enfant va comprendre. Oui. Et comme on disait, à partir de 2 ans, il faut déjà dire à l'enfant que ton sexe là, donner un nom. De lui dire avec les mots de l'enfant. D'autres disent souvent, on appelle ça à la maison. Zizi. Oui, on appelle. Ils ont des noms, les enfants. Voilà, chez moi, c'est bim-bim. On dit on ne touche pas le bim-bim. À partir de 12 ans, mon bébé, c'est ya bim-bim. 4 ans. Mais à partir de 8 ans, puisqu'il va faire à l'école, il connaît le nom. Exact. Voilà. Alors vous, lecture avant qu'on ne passe au débat. Ma lecture, c'est déjà c'est 2 points. 8 ans à 13 ans, comment est-ce que vous comprenez un enfant qui vit dans une famille et qu'on ne se rend pas compte? Comment est-ce que vous expliquez? Avant d'y arriver, je voudrais déjà relever 2 points. Le premier point, c'est le fait que on se rend compte dans les 2 cas que nous avons reçus que le violeur peut être n'importe qui. Le violeur s'appelle Monsieur Tout-le-Monde. Donc, il est hors de question de penser qu'on a vu quelqu'un que Angela prenait pour son père, l'autre son tonton, Choyer, le voisin. Donc, les parents doivent faire attention à qui est-ce qui s'occupe de nos enfants. Tout le monde peut être violeur. Alors, ma question, c'est de savoir, entre 8 ans et 13 ans, comment le papa, comment la maman ne se rend pas compte qu'il y a un problème? Oui. On peut avoir plusieurs choses peuvent expliquer cela. La première, c'est déjà la stratégie que le violeur met en place. Parce que le violeur s'arrange à imposer ce qu'on appelle la loi du silence. On a vu avec Madeleine qui avait peur, elle vivait dans la peur totale. Parce que peur d'être tuée, parce qu'elle subissait des menaces, peur également que qu'on découvre cela et qu'elle ait honte. Maintenant, Il termine. D'abord, docteur, il termine. Oui. Oui. Et maintenant, autre chose qui pourrait également expliquer cela, c'est le fait que ça peut également questionner les interactions entre parents et enfants. Quelle est la nature, le type d'interaction que les parents ont avec leurs enfants? Et Madeleine l'a bien relevé. Il suffisait de dire, par exemple, allez vous laver, et chacun prenait son bain dans son coin, et on s'occupait de leur repas, et puis c'était tout. Il n'y avait pas vraiment de moment de qualité, il n'y avait pas de moment de causerie, il n'y avait pas de moment d'échange profond. Il y avait, par exemple, les moments où on parle, le moment du bain, qui est un moment de prédilection pour pouvoir découvrir les changements, examiner le corps de l'enfant. Le moment du repas, pour échanger sur les amis, les fréquentations, le mal, et pouvoir également... Et même, docteur, et les parents peuvent même manquer de vigilance. Parce que tout à l'heure, quand on va aborder par exemple les signes d'alerte, on va voir qu'il y a des signes qui peuvent montrer, orienter, sur lesquels les parents peuvent s'appuyer pour voir qu'il y a quelque chose qui a changé dans le comportement de leur enfant. Et ça, oui, pendant qu'il était justement, pendant que vous rappelez quelques pratiques qui devraient être
normal chez les parents. Rentrer à la maison, par exemple, langer, le simple fait de langer son enfant soi-même, de lui enlever sa couche quand il a fait popo, de nettoyer, ça vous permet de voir de constater s'il y a des changements ou pas. On va rentrer dans le débat dans quelques minutes, mais avant, on va prendre ces vidéos envoyées par des internautes. Bonsoir à vous sur le plateau. Concernant le thème de ce jour, je dirais qu'il faudrait d'abord que la société sanctionne durement les auteurs de ces atrocités, plus durement. Et puis, il faudra aussi que les parents soient plus vigilants. Vraiment, parents, chers parents, soyez plus vigilants. Apprenez aussi à vos enfants à dénoncer tout geste suspect. Et puis, soyez sans état d'âme, même s'il s'agit d'un membre de votre famille. Chers parents, je pense que c'est ma contribution ce soir sur ce sujet. Ciao. Un enfant violé de 8 ans à 13 ans, je donne tort aux parents, surtout la mère de l'enfant. Parce que tu dois être avec l'enfant comme une confidente. L'enfant doit être ta confidente. Vous auriez une complicité vraiment soudée. Tu ne dois pas brimer l'enfant à chaque fois. L'enfant n'aura pas peur de la maman. L'enfant peut avoir peur du père. Mais lorsque l'enfant a peur de la mère, il y a hic. Et ce sont des choses comme ça qui arrivent après. Une maman doit surveiller son enfant. Je crois qu'à 8 ans, c'est toujours la maman qui lave l'enfant. Pendant les 8 ans-là, tu ne laves pas l'enfant. Il y a des choses que tu fais avec ton enfant que quand tu la regardes même, tu dis quelque chose ne va pas. Si la maman n'arrive pas à cerner cela, ça veut dire que la maman n'est pas vraiment attentionnée envers son enfant. Pour moi, je donne tort à la maman. La maman doit être comme ça avec sa fille, surtout un enfant-fille. Lorsque tu brimes l'enfant, moi une chose, tu tapes l'enfant, moi une chose, tu insultes l'enfant. C'est normal que quand l'enfant, quelque chose lui arrive, elle a du mal à venir s'exprimer auprès de toi. Alors lorsque l'enfant sent auprès de la maman sa confidente, sa complice, même si quelqu'un lui dit en route, mouf, elle court vers sa maman, lui dit, maman, telle personne m'a dit mouf. C'est ça, pour moi, le tort revient à la maman. Merci. Alors, vous avez suivi, le tort revient à sa maman. Enfin, on va débattre là-dessus parce que le docteur, par exemple, docteur Vanessa n'est pas d'accord avec cela. J'annonce qu'on rentre justement dans le thème de ce soir. Pourquoi dénoncer? Comment prévenir? Mais avant, vous, Marius Tchasset, dites-nous qu'est-ce qui se passe. On a l'impression, après vous nous dites si c'est juste une impression, que plus on dénonce, plus il y a monté. Donc, tout le temps, vous entendez, il y a 18 cas d'enfants qui ont été... Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de sensibilisation. Je dirais qu'il y a la sensibilisation, peut-être pas assez, comme vous le dites, puisque visiblement... on ne sait pas, quand on regarde les programmes, je parle peut-être sous le contrôle du docteur Kwachan qui est plus infiltré que moi dans les programmes, mais que ce soit le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, on ne sent pas vraiment un programme d'éducation et de sensibilisation qui est déroulé sur le terrain. Donc, il y a déjà un problème de sensibilisation. Du moins, ce qui est fait, je trouve que c'est encore insuffisant sur le terrain. Pourquoi également? Parce qu'il y a de l'impunité. L'impunité règne énormément. Il est inadmissible que lorsque on attrape un violeur ou bien lorsque on dénonce un violeur, pour peu qu'il rançonne le système depuis les médecins, la police, la justice, il se retrouve carrément en liberté en train de c'est pour ça que ça grandit. Vous pensez que ça explique pourquoi ça grandit, docteur Vanessa? Oui, effectivement. D'une part. Donc il y a beaucoup de violeurs qui sont refoulés et qui, quand ils se rendent compte que on a laissé là-bas, ils continuent. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra, n'oublions pas, on le dit toujours, un violé sera un futur violeur. Dans les statistiques, il a été prouvé que la majorité des personnes qui ont été violées après deviennent soit des bourreaux, soit des personnes qui acceptent ou bien sont des complices même des prochains viols. Oui. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait impunité fait en sorte qu'ils se disent, bon ok, si on m'a fait ça, et il n'y avait personne pour punir, pourquoi ne pas me permettre de le faire aussi? Et la personne va le faire sans problème.
Et le voisin a vu comment on a fait chez la voisine. Lui aussi, l'autre aussi a vu. Pourquoi pas? On a eu ce cas, je ne sais pas si c'était vous qui l'avez raconté, où le fils a vu le père violer l'enfant. Il est venu dire que moi aussi je veux. Après, le cousin est venu dire que moi aussi je veux. Et l'autre cousin a dit moi aussi je veux, puisqu'on n'a puni personne. Et c'est devenu tout un cycle. Et l'enfant, fille, ne faisait que écoper des viols et des viols. Alors dites-nous, le médecin... Je n'ai pas terminé sur la question. Il y a également le réseau de prise en charge qui est défaillant. Il y a également le fait que la prise en charge est non seulement pas connue, quelqu'un qui a un enfant ou quelqu'un qui est victime de viol, parfois ne sait pas vers qui se tourner, ne sait pas vers qui aller. Lorsque tu parles, on ne réfère pas. Non, combien de personnes savent qu'il faut même déjà aller à l'hôpital avec cela. Et lorsque tu arrives à l'hôpital, on te dit le certificat médico-légal. Et j'apprenais encore ça il y a moins de 2 semaines. Et il y a peu de temps, j'étais à Uri. Certificat médico-légal, on vous dit que pour l'obtenir d'un médecin légiste, qui sont déjà suffisamment rares, mais coûtent plus de 60 000 francs. Le certificat médical, qui est une pièce maîtresse lorsqu'il faut porter plainte après. Parce que dans la prise en charge des violences, il y a au moins 3 piliers. Le pilier médical, parce qu'il faut des soins médicaux pour voir un peu, parce qu'il y a forcément des déchirures, je passe sur le contrôle du docteur Kachouacha, des déchirures, des fistules, des risques d'infection et tout ce que ça va avec. Mais également, il y a la prise en charge sociale qui inclut la prise en charge juridique. Parce que le violeur mérite d'être poursuivi et condamné. Bon, je ne m'y connais pas trop sur le plan de là, mais le 3e pilier, c'est la prise en charge psychologique. Parce que les conséquences du viol sont non seulement immédiates, mais également peuvent être différées. Et on parle bien du psychotraumatisme ou encore du stress post-traumatique. Aujourd'hui, on est sur le plateau avec des dames qui racontent leur viol, mais qui nous donnent l'impression de revivre à certains moments le viol présentement. Pourquoi? Parce que le viol n'est pas... Et c'est très handicapant dans leur insertion sociale, dans leur vie familiale. Et elles sont... un viol vécu des années avant peut vous empêcher aujourd'hui de vous intégrer socialement et sur le plan familial. Alors, docteur Vanessa Kwachan, vous nous dites que, peut-être on a mal perçu, il y aurait des violeurs refoulés. Je veux dire, celui qui voit et reproduit, est-ce qu'il y a des violeurs refoulés? Oui, énormément. Comment ça? Parce que comment on sait qu'il faut faire attention? Je veux dire que la personne qui regarde ce programme et qui est potentiellement un violeur refoulé, comment est-ce qu'il sait pour se soigner? Parce que après, c'est des gens qui vont pas bien dans la tête. Non, pas vraiment. En fait, nous tous, nous sommes des êtres humains qui avons ce qu'on a dit, le moi, le ça et le sur-moi. C'est-à-dire, dans le sur-moi, il y a des envies, il y a ce qu'on appelle souvent, on a des obsessions, on a des choses qu'on voudrait faire, mais qu'on ne peut pas faire parce que la société X ou la société Y nous impose et refuse qu'on le fasse. Voilà. Maintenant, on dit souvent la liberté de l'autre commence là où celle de l'autre s'arrête. C'est ça. Donc si, par exemple, je vois quelle personne, elle me plaît, j'ai envie d'elle, je voudrais avoir des rapports avec elle, et que cette personne me refuse, ou bien peut-être me résiste, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si je suis quelqu'un qui est normal dans tous mes sens, je laisse passer et j'avance. Mais par contre, si je suis quelqu'un qui est soit un psychopathe, un obsédé ou je sais pas trop quoi, alors je vais mettre en moi des tactiques pour pouvoir prendre ce que je veux. Voilà. C'est pareil même pour ceux qui ont des envies de pédophilie ou quoi que ce soit. D'accord. Pour mettre un peu de l'eau à son moulin pour la même question, je dirais tout simplement que j'ajouterais que les personnes qui ont été victimes de violences, de maltraitance, d'abandon et de viol sont susceptibles de le reproduire. Tout simplement parce qu'elles ont vécu déjà une situation traumatique. Est-ce que ce traumatisme a été géré, a été soigné? Sinon, il reste enfoui et il peut se déclencher à tout moment. Dans ce et par un processus d'identification à l'agresseur, et peuvent se retrouver en train de le reproduire plus tard. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas systématique chez toutes les victimes. Mais une fois, voilà, c'est pas systématique, mais il y a statistiquement la probabilité que les personnes... Alors, on va aller au pas de course maintenant, parce que on n'a pas encore abordé les 2 autres questions et puis le temps nous tient à la gorge. L'autre question qu'on aimerait savoir, c'est si vous voulez nous dire que si
vous avez dit potentiellement, celui qui a été violé avant, potentiellement, peut potentiellement violer, c'est-à-dire que si vous avez subi des sévices corporels ou sexuels enfants et que vous n'en avez pas parlé, vous n'en avez parlé à personne, hein, c'est important d'en parler, c'est ce que vous nous dites ce soir. Oui. De faire le pas, même si vous avez 45 ans, 60, 50. Je vais revenir parce que les deux cas que nous avons en face, ce ne sont pas des cas qui sont venus pour rien. Oui. Nous avons par exemple Angela, qui est un cas qui n'a pas parlé. Et que jusqu'à présent, vous pouvez remarquer, même dans sa vie actuelle, elle n'arrive pas à progresser. Elle n'arrive pas à avoir un boulot, elle n'arrive pas à avoir une vie sociale normale. Elle est tout le temps entre, soit il faut que je meure, soit il faut que je vive, soit il faut que... Tout le temps, elle est à la recherche d'avoir ce qu'on appelle une identité. Par contre, nous avons une autre en face de nous, qui par contre est épanouie. Elle est épanouie, pourquoi? Il faut se poser la question, parce qu'elle a réussi à dénoncer. C'est ça le travail actuellement, c'est-à-dire il faut amener les enfants, les jeunes, même si c'est après 15 ans, 20 ans, à dénoncer son viol. C'est pour cela que je vous pose d'ailleurs la question à vous, docteur Kwachan. Pourquoi dénoncer? Il faudrait qu'on le sache. Parce que quand ça se passe dans des familles et que c'est des cas d'inceste, on peut se dire, ouais, pour préserver la solidité de la famille, pour préserver, il faut se taire. Il y a des personnes qui ont été victimes d'attouchements de leur oncle, de leur neveu, de leur papa même, et qui n'en parlent pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ces victimes vous regardent probablement ce soir? Dites-leur pourquoi il est important de dénoncer. En fait, il est important de dénoncer parce que, premièrement, le fait de dénoncer va d'abord couper la chaîne du violeur. Ça va empêcher que le violeur ne continue à sévir et avoir d'autres victimes. Premièrement. Deuxièmement, il faut dénoncer pour pouvoir soi-même sortir de cet état. Parce que ça devient un cercle vicieux, le fait de tout le temps garder, par exemple, on a volé ton intimité, on a violé ton innocence, on a violé ta personnalité, on a violé ta personne. Donc, le fait de dénoncer va t'amener à pouvoir grandir, à pouvoir sortir et à pouvoir aider les autres. En même temps, il faut dénoncer parce qu'il faut punir le violeur. Est-ce que vous savez qu'il faut changer? C'est-à-dire, depuis vous avez parlé, le violeur, actuellement, ils sont, comme on dit, ce sont eux qui sont les gagnants. Parce que jusqu'à présent, la victime a peur du violeur. Mais il faudrait que maintenant, tous les violeurs ont peur des survivants. Parce que chaque survivant peut se lever et dire, tel m'a violé, tel m'a fait ceci, tel. Et je vous jure, c'est tellement beau. Parce que peut-être, vous ne pouvez pas, avec le temps, on aura peut-être l'opportunité, je vais vous apporter des survivants qui ont réussi à dénoncer. Et c'est beau parce que quand tu vois, après il y a un déclic dans leur vie. Subitement, tu vois, oui, c'est la première étape de guérison. Quand elle dénonce. En parler, c'est la première étape de guérison. Oui. C'est la première étape de guérison. Tu te sens libéré. Ouais. Ouf, ce jour à Bamenda, c'était un ouf, tout le monde a pleuré. Il n'y avait personne pour continuer. Les encadrants même étaient en larmes. Ils consolent ici. Mais après, c'était. Oui. Alors, à vous aussi, il faudrait que Angela parle aussi. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faudrait dénoncer? Déjà, comme l'a dit le docteur Vanny, protéger les potentielles victimes pour pouvoir s'aider soi-même. Pour ne pas tomber dans une chaîne d'éternellement recommencement, un cercle de Bermude, quelque chose qui finit pas, qui se répète à l'infini. Pour arrêter ça, pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors, dites-nous, Madeleine, vous qui avez l'habitude de sortir, d'en parler et tout ça, est-ce que vous avez rencontré beaucoup qui sont venus vous dire, ah bah tiens, Mado, moi aussi. Si. C'est pour ça, pour moi, l'intérêt de parler à visage découvert. Quand je parle à visage découvert, ça donne l'opportunité à beaucoup d'autres victimes de dénoncer. Et que vous n'êtes pas une honte. Non, je ne suis pas une honte. Voilà, de leur dire que quand on a été violé, on n'est pas une honte. Non. Quand on a été violé, on est la victime. Et c'est le violeur qui doit être à visage caché. Qui doit avoir honte. Ah oui. Oui. Donc,
Dénoncer, c'est la première étape de guérison, comme je disais tout à l'heure. Ça soulage celles ou ceux qui n'ont pas encore eu le courage de parler. S'ils ont l'occasion, qu'ils essayent de se rapprocher, soit du Renata, Dr Vanessa, Marie, ou de vous-même. En parler, ça libère. Ça libère. Alors, on reste sur vous. Dites-nous, comment prévenir? Je veux dire, quels sont les gestes qui devraient alerter le parent à la maison? Parce que vous avez eu votre viol très tôt, 8 ans jusqu'à 13 ans, c'est très tôt. Qu'est-ce qui devrait alerter les parents? Je me suis engagée dans la lutte contre le viol et beaucoup plus le viol sur les enfants. Parce que j'ai compris qu'ils étaient beaucoup plus victimes. Déjà, ils sont enfants, on réussit facilement à les réduire au silence. Maintenant, on demande beaucoup plus aux parents d'avoir des relations très intimes avec les enfants. Mais là, ça c'est dans la prévention. Je veux dire que, qu'est-ce qui, à la maison, devrait attirer l'attention du parent qui comprenne que là, il y a peut-être un problème? Bon, chaque parent connaît son enfant, par exemple. Quand l'enfant commence déjà à changer, le parent doit déjà se poser les questions. Changer comment? Par exemple, si vous avez un enfant très joyeux, qui est constamment en train de jouer, et qu'à un moment il commence à être renfermé sur lui, il faut se rapprocher près de l'enfant pour lui poser des questions. Si vous avez un enfant qui évite un tonton ou une tata dans la maison, ou bien quand le tonton arrive, il est bizarre, il faut se poser des questions, il faut se rapprocher auprès de l'enfant. Mais avant que cela n'arrive, bon, ça c'est dans le cadre de la prévention. D'accord. Alors, vous travaillez beaucoup avec ces enfants-là, vous êtes pédopsychologue. Quels sont les signes qui doivent alerter les parents? On a eu des cas des enfants, de plusieurs enfants qui ont été violés là à Bonabéry, abusés sexuellement du côté de Bonabéry. Qu'est-ce qui devrait mettre la puce à l'oreille? Dans la continuité de ce que Madeleine disait, dans la continuité des idées, il y a le retrait social. Généralement, le retrait social est très flagrant. Un enfant qui était tout le temps en train de jouer, qui commence à tout le temps traîner dans la chambre, à se retirer, à éviter le contact, ce sont des signes d'alerte. Un enfant qui refuse de se rendre chez un tonton, chez une tantine, chez des cousins, alors qu'il y a peu de temps, il aimait y aller, il ne faut pas le forcer. Il faut chercher à comprendre pourquoi il n'y va plus, parce que même entre cousins, entre frères, les actes de viol ne sont pas interdits. Donc, c'est pas le mot, sont courants. Voilà. Donc, on voit bien que donc il y a cette question de contact social, mais il y a également le fait que l'enfant qui parle trop de sexualité avec ses amis. Et, par exemple, à l'école, l'enfant qui parle un enfant qui était exposé aux violences sexuelles, parfois il a tendance à le reproduire chez ses camarades ou à l'école. Il est parfois reprimé par la maîtresse, ou par la maîtresse ou par les instituteurs. Reproduire comment? Reprimé, je dis, par exemple, un enfant qui simule les scènes de sexe avec ses amis à l'école, qui organise, qui insulte, qui utilise des mots très grossiers pour parler de qui parle de sexualité de façon vulgaire, voilà. Les maîtresses se rendent parfois rapidement compte, ou bien certains voisins. Alors, docteur Vanessa, au-delà, on parle beaucoup de, il faut remarquer le changement, mais j'ai pas entendu parler des changements chez le plan physique. Est-ce que ça incombe à la maman? Il faudrait pas. Ça, c'est des astuces qui pourraient, pourquoi pas servir. Pourquoi ne pas sensibiliser aussi les mamans? Parce que on a eu des cas des enfants de 2 ans, de 1 an, 8 mois même. Pourquoi ne pas sensibiliser la maman qui sort travailler, le papa qui sort travailler, quand vous êtes de retour à la maison? Que ce soit toi, la maman, quand l'enfant a fait popo, qui lui enlève sa couche, qui lui donne son bain, parce qu'il y a des mamans qui ne lavent pas qui ne donnent pas leur bain aux enfants, que ce soit en semaine ou même les week-ends où elles sont censées être à la maison pour pouvoir manipuler l'enfant. L'éducation d'un enfant, ce n'est pas la maman. L'éducation d'un enfant, c'est le père et la mère. Oui. Je suis désolée, c'est ça que je répète tout le temps. Oui, c'est même parce que vous mettez de un côté que ça ne fait que s'accroître. Vous savez, on s'est posé la question, parmi l'une des causes de l'accroissement de ces violences, on s'est rendu compte que la société
africaine qui a déjà changé. Parce qu'on n'a plus le même noyautage comme avant, où le père était le grand messie et madame était à la maison et monsieur sortait et revenait. Maintenant, nous avons monsieur et madame qui bossent et les deux rentrent. Elle peut être fatiguée. Elle peut être... Non, je veux dire que quand je parle de maman, je veux dire l'un des deux parents. Les parents désormais, les enfants physiquement. parce que le papa peut être très strict, la maman moins stricte, que la maman peut être plus stricte, le papa moins strict. Donc il faudrait que les deux sachent à qui, parce que vous pouvez avoir 3 enfants, un s'entend plus avec le père, les 2 autres s'entendent plus avec la mère. Donc ça veut dire que si celui qui s'entend plus avec le père se fait violer, la mère ne saura jamais parce qu'elle ne s'entend pas avec sa maman. Ça arrive. Donc je pense plutôt qu'on devrait plutôt les foyers devraient apprendre à former pour pouvoir gérer l'éducation des enfants. Qu'on revienne encore sur la base de l'éducation de l'enfant. Là, on était dans les signes physiques. Dans les signes maintenant physiques de l'enfant. Bon, moi, la plupart du temps, il n'y a pas un changement dans le signe physique de l'enfant. Juste lorsqu'on a, par exemple, des enfants que je reçois, c'est beaucoup plus les odeurs nauséabondes qui viennent des sexes. La partie intime, ou bien au niveau des garçons, il y a des déchirures anales et tout le reste. Oui, j'en reçois, filles comme garçons. Donc, j'ai 8 à 7 cas par semaine, dont j'en reçois tout le temps. Mais là où je trouve, c'est, comme on a dit, en fait, l'enfant se renferme. La plupart du temps, l'enfant se renferme un peu plus. 7 à 8 cas par semaine, pardon. Oui, de viol. Des enfants. Oui, rien que des enfants. Ça, c'est à sa consultation. Oui, je sais que je veux dire, mais déjà, elle seule, c'est beaucoup. C'est pas les enfants d'une même mère, c'est des enfants. En fait, je reçois de beaucoup de personnes parce qu'on sait que c'est ce genre de cas que c'est grave, docteur. Je consulte. Oui, c'est grave. Et c'est grave parce que on n'a pas d'accompagnement, on n'a pas beaucoup d'accompagnement. Renata, elle seule ne peut pas tout faire. Je dis ça tout le temps. Le ministère, en même temps, aussi, il a mis sur pied un programme venant de la promotion de la femme. Dans les districts, dans les formations sanitaires, c'est un peu du fouillis. Il faut quoi pour que ça s'arrête? Dites-nous, Madeleine. Il faut d'abord dénoncer. Oui. Je crois que c'est le premier truc, c'est qu'il faut que les familles apprennent à dénoncer les viols. Allez travailler, sortez-nous les violeurs de vos maisons. Les cas que j'ai, on a parlé de ça dernièrement, sur les cas que j'ai. J'ai moins de 80%, j'ai plus de 80% qui n'ont jamais dénoncé. Donc c'est des cas de viol reconnus, vus, qui est là, mais ils n'ont pas dénoncé. Après, en plus de la dénonciation, il faut également repenser l'éducation de nos enfants. Parce que nous avons totalement, les parents pour la plupart ont délégué l'éducation de leurs enfants. À la télé, à la nounou, à l'enseignant. Elle veut parler, elle veut dire quelque chose. Je pense qu'il faudrait changer les lois. Il faudrait instaurer la peine de mort pour les violeurs. Oui, après, ça se comprend. Mais après, il y a, il n'y a pas d'après. Il y a les droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme, vous dites la peine de mort après. Je vais revenir sur un cas qui, jusqu'à présent, me choque. C'est celui de cet enseignant de 18 ans, qui a violé 18 enfants dans une même classe. Donc ça veut dire qu'on a eu 18 victimes. Et jusqu'à présent, il y a une qui est enceinte en passant. Oui, il y a une qui est enceinte. 12 ans. Voilà. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la prise en charge a été faite sur les 3 plans? Est-ce que, ils sont d'abord allés dans une formation sanitaire connue, puisqu'ils ont dit qu'ils se battaient à l'hôpital d'ici, Bonassama. Oui, peut-être effectivement les 18 cas ont été pris en charge. Après, sur le plan juridique, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que, je vous dis, c'est un parcours de combattant. J'ai décidé de dévoiler un violeur, c'est un parcours de combattant. Et enfin, le 3e cas, est-ce que ces enfants ont été référés à un psychologue? Alors, la synthèse, juste derrière la transition, malheureusement. D'accord. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait pour
pour réduire. Pour mener les enfants à dénoncer si ça leur arrive ou bien s'ils sont déjà victimes de viol. Dans le cadre du Renata, par exemple, nous avons mis sur pied un système de sensibilisation. Nous faisons des descentes dans des établissements scolaires, primaires, secondaires et même maternels. Attendez, moi c'est pas ça ma question, Madeleine. Ma question c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que les pareils cas ne se répètent. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous avez dit dénoncer. Oui, ça, il faut dénoncer. Punir les violeurs. Oui. Il faut que la justice prenne en compte bien ce volet. Punir les violeurs. Oui. Non, mais comment? Puisqu'il dit que ça coûte cher. Pour prévenir. Est-ce qu'au Renata, par exemple, vous allez prendre en charge les frais qui coûtent 75 000 francs là? Non, ça c'est le plan médical. Oui, sur le plan médical, est-ce que vous aidez, vous accompagnez? Non, nous n'avons pas les moyens. Mais je voudrais, s'il vous plaît, pour que les gens ne restent pas dans le doute. On a des avocats aussi qui sont volontaires pour le cadre du Renata qui peuvent accompagner des victimes. Alors vous allez pouvoir aider surtout dans le volet dénonciation. Donc déjà en se rapprochant de vous, vous allez pouvoir donner des alternatives. Je parle de vous, je parle du Renata, donner des alternatives pour aux parents, hein, les différentes voies. Oui, oui. Alors vous déjà, on est en train de sortir pour prévenir. Pour prévenir, je pense que, comme elle disait tantôt, le mieux, c'est de sensibiliser. Et la sensibilisation doit commencer dès le bas âge. Sensibiliser à propos de quoi? Du viol, de l'éducation sexuelle. Qu'on devrait en parler dans les écoles. On en parlait en semaine même dans le groupe. D'en parler dans les écoles, les églises, pourquoi pas? Dans tous les lieux publics, mais il faudrait que les enfants sachent dès le bas âge de quoi il s'agit. Qu'on ne doit pas leur toucher, que ce soit démystifié en fait. Voilà. Alors, vous? Oui. On est en train de sortir. Hein, d'accord. Je voudrais tout simplement dire, la meilleure arme, c'est l'éducation à la sexualité dès le bas âge chez les enfants. Commencer le plus tôt possible, à l'âge de 18 mois, à commencer à éduquer l'enfant à la question de la sexualité, la prévention des parties intimes. Par exemple, lorsque vous lavez votre enfant, ne lui touchez pas ses parties intimes. Dites-lui de le faire lui-même, en lui expliquant que c'est des parties réservées et qu'elle devrait dénoncer si quelqu'un venait à porter atteinte à ces parties-là, à toutes ces parties-là. C'est terrible. Moi, j'ai vu une ménagère qui, pendant qu'elle est en train de mettre la vaseline sur les fesses de l'enfant, insistait particulièrement, un enfant garçon, insistait particulièrement sur sa partie intime ici. C'est terrible. Donc, il faut déjà commencer par protéger ces parties-là et enseigner cela aux enfants, passer le message. Et puis, être très attentif aux questions des enfants sur la sexualité. Y apporter toujours les réponses. Parce que, comme je le dis toujours, lorsqu'un enfant vous pose une question, sachez qu'il a déjà la réponse, ou tout au moins en partie. Il veut généralement vous l'entendre dire de sa bouche. Je souhaiterais que le docteur nous clarifie un peu. C'est moi qui donne la parole. Parce qu'il n'est pas bien que l'information sur le certificat médico-légal, qui est une information vraie, demeure, parce qu'il y a une voie de contournement pour les parents qui sont exposés, qui peuvent avoir des certificats valides à moins de coûts pour pouvoir dénoncer. D'accord. Alors, vous, pour sortir? Oui, en fait, comme il a expliqué, dans la prévention, il faut éduquons nos enfants. Parlons de la sexualité, n'ayons pas peur. Évitons les tabous, parlons de tout. N'ayons pas peur de parler avec les enfants. Et après, lorsqu'il y a eu un cas de viol, il faudrait dénoncer le violeur. Et après avoir dénoncé le violeur, essayer de se battre pour pouvoir au moins se faire une partie des étapes pour qu'on puisse punir ce violeur. Parce qu'en faisant les étapes, puisque le violeur a peur, il va d'abord cesser. Et en même temps, l'entourage saura que voilà ce qui se passe et il faudrait. Son information est très importante. Il y a des voies de contournement du certificat médico-légal qui coûte 75 000 francs. Non, signé par un légiste. Hein. Oui. Mais il peut être signé par un médecin généraliste dans un hôpital de formation, d'un hôpital public. Oui. Voilà, un certificat médico-légal, je crois que c'est 1800, avec une consultation, je crois que c'est dans les 800, 600 ou 1000 francs, ça dépend. Et voilà. Alors, il y a cette téléspectateur en train de sortir qui dit, alors, pas de ma femme, mon mari dans la maison, hein, que vos enfants,
Pas de que le tonton vienne s'asseoir, viens, je te porte sur mes genoux. L'enfant fille, alors qu'elle a une interdiction de manipuler votre enfant n'importe comment. Évitez de faire dormir les enfants qui sont de sexe différent dans la même pièce. Évitez qu'ils prennent les bains dans la même pièce ensemble, surtout quand ils ont atteint un certain âge. Évitez que les enfants, quand les caractères sexuels secondaires sont déjà en train de se développer, demandez déjà à la jeune fille de se couvrir les seins quand même, pour que, voilà, qu'elle est en train de grandir. Et pour les adolescents, éviter de marcher dans les endroits obscurs. Voilà, éviter de marcher. De s'habiller. C'est vrai que ça ne justifie pas un oui, mais c'est important. On conseille dans le cadre de Renata de s'habiller décemment aussi. Oui, ça c'est important. Éviter de marcher dans les endroits obscurs. Éviter de éviter. Non, ça va, c'est un tout. On doit pas priver une femme la liberté de s'habiller. Non, on parle d'un enfant. Elle veut. Elle a parlé des jeunes filles. Oui. Nous conseillons les adolescents, on le dit aussi, parce que c'est le important de s'habiller décemment. C'était parce qu'elle avait mis la musique. Ça ne justifie pas. Ça, nous sommes d'accord. Oui, essayons donc pour pouvoir. Oui, Madeleine, je pense que c'est dit. Alors, on va malheureusement, on va s'arrêter là. Merci. Voilà. Le viol, c'est une urgence et il faut traquer vraiment les violeurs. Quand vous avez une victime de viol auprès de vous, la première des choses, amenez la victime à l'hôpital. Parce qu'on ne connaît jamais le statut d'un violeur. Il peut être séropositif. Et arrivé à l'hôpital, il y a des méthodes que les médecins emploient pour pouvoir permettre à la victime d'éviter de s'infecter du VIH/SIDA. Et les violeurs doivent savoir, les victimes peuvent aussi être des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Donc vous êtes aussi des potentiels, vous êtes aussi à risque, monsieur violeur, parce qu'ils peuvent s'infecter. Ça c'est sûr. Merci. Voilà qui est dit. Au revoir. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.